Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO de Monde Informatique dédié à la cyber-résilience, où nous allons nous intéresser aux stratégies militaires, aux tactiques militaires appliquées à la cybersécurité. Et rien de mieux pour en parler qu'un ancien officier de renseignement. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Angibaud. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. Alors, je vais vous demander un petit mot sur votre parcours, parce que je disais ancien officier de renseignement, vous êtes passé maintenant dans le privé, vous êtes président fondateur d'une société qui s'appelle Wintelis. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu l'idée de votre parcours, surtout quel lien avec la cybersécurité? Oui, alors le parcours professionnel, c'est un peu comme la géologie, hein. Ce sont des couches qui se superposent et les couches inférieures servant d'appui aux couches immédiatement supérieures. L'un alimente l'autre, quoi. Voilà, l'une alimentant l'autre. Alors comme vous l'avez indiqué, j'ai eu une première tranche professionnelle de métier d'officier dans l'armée de terre, donc de choses assez classiques, de management, d'opérations, de formation. Ensuite, après l'école de guerre, qui est un peu le passage obligé des officiers pour accéder à des responsabilités supérieures, là j'ai décidé d'orienter ma carrière vers une fonction opérationnelle que les armées appellent connaissance et anticipation, pour pas dire renseignement, parce que renseignement en français c'est un gros mot encore on a du mal avec ça. Donc là, service de renseignement extérieur pendant une quinzaine d'années, avec des responsabilités opérationnelles, managériales également, en France et surtout à l'étranger. Et puis, depuis 10 ans maintenant, création de Wintelis, au constat que les entreprises françaises à l'étranger, elles sont plutôt bien accompagnées quand elles sont de grandes dimensions, les grandes entreprises, par tout le système France qui est organisé pour elles, si j'ose dire. C'est un peu moins vrai en termes opérationnels pour les PME, les TPE. Donc le créneau de Wintelis, c'était d'aider les entreprises à gagner. Win, grâce à l'intelligence stratégique, pour pas dire le renseignement d'affaires, où là, et je réponds à votre question, qu'est-ce qui unit tout ça entre le métier d'officier, officier de renseignement et aujourd'hui Wintelis? C'est l'information. Parce que l'information, c'est ce qui nous permet de vivre, d'apprécier notre environnement, de capter notre environnement, de le décrypter pour pouvoir décider. La baseline de Wintelis, c'est décrypter, décider et déployer. Donc je décrypte mon environnement, je prends des décisions et ensuite je déploie mon projet. Et donc cette information, c'est la vie. Alors qu'on soit au niveau cellulaire, qu'on soit au niveau humain ou qu'on soit au niveau d'une société ou d'une entreprise un peu plus complexe. Si la cellule est à chaud, elle va transpirer pour s'adapter à son environnement. C'est une belle image. En fait, l'intelligence stratégique concerne, je dirais, de la start-up, de la PME au grand compte. C'est pas tout à fait réservé aux grandes entreprises. Complètement. Et vous, humains, enfin, moi, en venant tout à l'heure, en traversant maladroitement une piste cyclable, j'ai vu un mobile s'approcher de moi et j'ai eu un réflexe inconscient, mais c'est bien ça. L'algorithme qui tourne en nous de manière peut-être inconsciente aussi, c'est une information qui arrive, elle est traitée en mode inconscient, automatique, pour éviter l'obstacle. Donc au niveau humain, ça fonctionne aussi. Et puis au niveau des entreprises, au niveau de sociétés complexes, évidemment, c'est tout le débat aujourd'hui des fausses informations, de l'infox, les intox, de comprendre son environnement pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ensuite pouvoir déployer son projet encore une fois. Alors, fort de cette expérience, de cette historique que vous avez dans le milieu militaire, dans le milieu du renseignement et aujourd'hui dans le milieu des affaires, des entreprises, de qui sommes-nous la cible? Quand je dis nous, c'est les entreprises françaises. Quels sont les prédateurs? Quels sont leurs objectifs? Quelle vision vous avez de ce marché des attaques, alors des cyberattaques ou des fois des attaques tout court, parce que le cyber n'est qu'un levier pour y arriver. Alors le mot prédateur est intéressant, on y reviendra, mais moi j'en vois une typologie articulée en 5 axes. On a ce que j'appelle les sportifs, on a les activistes, on a les criminels, on a les terroristes, puis ensuite on a les États. Alors quelles sont les motivations de ces différents... Alors je vois bien sauf les sportifs, en fait. Alors le sportif, qu'est-ce qu'il cherche? Puisque votre question c'est aussi quelles sont ses motivations. Le sportif, il cherche l'exploit. Alors, si on fait un pas de côté dans le monde physique, eh bien, c'est grimpeurs qui escaladent à main nue les tours de la Défense et autres. C'est le défi. Et voilà, c'est le défi. J'ai réussi à vaincre mon Everest, si j'ose dire. Ça, c'est les sportifs. Ensuite, vous avez les activistes. Leur motivation, c'est un combat, une cause qu'ils défendent. C'est un peu les saboteurs, au sens étymologique du terme. Le saboteur, c'est ces ouvriers agricoles
qui jetaient physiquement leurs sabots dans les premières moissonneuses-batteuses pour les faire tomber en panne et pour dire non, attirer l'attention, nous on a besoin de vivre, et puis cette évolution technologique, elle ne nous intéresse pas, etc. Bon. C'est aujourd'hui ce qu'on a dans l'écologie, par exemple. Ouais, voilà, c'est les énergies fossiles, ou à l'inverse, les énergies renouvelables, la cause animale, le vegan, etc. etc. Donc ça, ce sont les activistes qui sont actifs au niveau cyber également, parce que c'est une manière de défendre leur cause. Ensuite, après les sportifs et les activistes, les criminels. Bon, là, on comprend bien que on a affaire à des gens qui sont intéressés par l'appât du gain, qui de manière, je dirais, mafieuse. Hein. Alors avant, il fallait physiquement aller attaquer le fourgon blindé ou la diligence. Aujourd'hui, on peut détourner des sommes d'argent, capter des sommes d'argent phénoménales au travers de la cyber, alors de manière très violente, hein, les ransomware, mais aussi en volant des informations sensibles, en les revendant sur un marché noir, etc., etc. Ça, ce sont les criminels. Ensuite, les terroristes, eh bien, eux, leurs motivations, elles sont politiques ou infra-étatiques, si j'ose dire. Donc là, c'est la volonté d'imposer leur volonté. Moi je crois en un Dieu. Ceux qui ne croient pas en mon Dieu, ben, ils méritent de mourir tout simplement. Donc, eh bien, je vais dans la dimension cyber, bloquer des hôpitaux, détourner des avions, faire que des avions entrent en collision, etc. Enfin, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Et puis enfin, les États eux-mêmes, où là, la cyber, c'est un outil à la fois d'attaque, si j'ose dire, pour perturber, pour déstabiliser un autre État. Ce sont des outils d'espionnage également, c'est une autre motivation. Et puis, si on attaque, il faut se préparer à défendre. Donc, il y a aussi une dimension, je veux rester dans la compétition. Jean-Luc, on s'attendait justement à un déferlement, un tsunami de cyberattaques avec le conflit en Ukraine. Ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Il y a eu plutôt des actions de guérilla, mais il n'y a pas eu d'action massive de désorganisation des systèmes. Tout s'est passé dans le champ physique, accompagné ici ou là d'actions parallèles. Alors, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'est pas aussi facile que ça, qu'on peut l'imaginer. Et puis, très rapidement, le cyber, ou en tout cas les champs informationnels, sont devenus des éléments d'appui de la guerre sur le terrain. Alors les Ukrainiens l'ont très vite intégré en détournant, comme vous le savez, une application de e-government à des fins militaires pour géolocaliser des troupes ennemies et les faire remonter au centre de décision. Et les Russes eux-mêmes, aujourd'hui, ont complètement modifié leur tactique, c'est-à-dire que la cyber, elle sert aussi à désigner de manière beaucoup plus rapide les sites pour être traités par des feux. Sachant que dans la guerre, hein, la dichotomie, elle est simple, c'est raccourcir le plus possible la chaîne entre j'identifie quelque chose qui pourrait être un ennemi et je traite cet ennemi-là. Ce qui est intéressant dans l'exemple que vous donnez, c'était une application citoyenne souvent utilisée dans les villes pour identifier qu'il y avait un problème de déchets, problème de nid de poule, problème de voirie, et qui ont été utilisés là à des fins militaires pour identifier, pour faire des triangulations, pour définir où en sont les troupes russes. J'en reviens à votre première question, c'est-à-dire l'information. Oui, c'est bien, l'information, c'est la vie. J'appréhende mon environnement le plus rapidement possible pour prendre une bonne décision et pour délivrer une action, mais dans le champ réel. Et détournement aussi des applications de rencontres. Oui, alors là, effectivement, à des fins de renseignement, encore une fois, donc c'est capter l'information. Alors, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais ce sont des modes d'action qui ont été utilisés dans le domaine militaire par le Hezbollah contre l'armée israélienne, hein, des sites d'application de rencontres avec des faux profils pour attirer des soldats dans des pièges, les prendre en otage, etc., et pouvoir négocier avec Israël. Donc l'imagination humaine étant ce qu'elle est, le champ cyber, il est utilisé comme une arme. Mais si on veut avoir des effets physiques, il faut passer ensuite de ce champ immatériel au champ matériel. Sinon, comme c'est l'objet de votre question, il n'y a pas d'effet majeur sur le terrain. Est-ce qu'il peut y avoir par contre une convergence des luttes? C'est-à-dire les intérêts des prédateurs peuvent être les mêmes d'aller exfiltrer de l'information et qui derrière peut être utilisé pour de l'intelligence stratégique, de propriété intellectuelle, qui peut être utilisé pour faire de l'argent, qui peut être utilisé comme un levier pour un État pour atteindre une entreprise. Vous le voyez, cette convergence en fait des luttes ou des prédateurs? Il y a deux choses dans les 5 types de prédateurs que j'ai définis, du plus innocent, le sportif, jusqu'à l'État. On sent bien, premièrement de la réponse, qu'entre le criminel, le terroriste et l'État,
les frontières peuvent être très floues. Bon, si on prend l'exemple de la Corée du Nord, c'est une criminalité organisée au niveau étatique. Il y a une partie du PIB, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là pour la Corée du Nord, qui est faite à partir des rançons récupérées via le cyber. D'autres pays comme Israël utilisent, là en mode défensif, mais aussi en mode offensif, l'arme cyber pour défendre leurs intérêts. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que toute cette chaîne de typologie, ce sont des humains qui ont des compétences, du sportif jusqu'à l'État, et les compétences étant ce qu'elles sont en tension aujourd'hui, et puis c'est un système qui est extrêmement évolutif, extrêmement vivant, et donc on ne peut pas être certain à l'instant T d'être le plus fort dans le domaine. Donc il y a une sorte de chasse au talent, si j'ose dire, qui fait que un sportif qui faisait ça pour l'exploit peut être détecté par un État ou par des criminels et se voir embauché pour répondre à des objectifs qui sont autres. Lui, il sera toujours motivé par l'exploit, mais sa capacité à réaliser des exploits, elle sera utilisée dans d'autres domaines. On peut le payer ou l'obliger sous la contrainte. C'est un peu le... Alors, sous la contrainte, on sait aujourd'hui qu'en Russie, par exemple, il y avait une très grande tolérance de la criminalité, de la cybercriminalité en dehors de la Russie. En gros, on vous laisse faire, mais vous ne déstabilisez pas la Russie. Puis si on a besoin de vous, on vous utilisera pour des actions offensives ou de désinformation ou d'espionnage, etc., etc. Donc c'est un réservoir de talents, de forces, de compétences à utiliser pour répondre à des objectifs politiques. On est vraiment sur un écosystème de cyberattaquants qui... enfin, tout ne fonctionne pas en silo, tout est quand même très lié. Vous parliez d'une couche qui alimente l'autre. Et du coup, le cyber n'est qu'un levier. En fait, leurs méthodes sont globales, leur stratégie est globale. Elles utilisent, que ce soit les ransomware ou que des APT, le numérique n'est qu'un moyen d'y arriver, en fait. Oui, complètement. Alors, vous avez utilisé le terme prédateur tout à l'heure. Le mode de fonctionnement, il est simple, c'est l'algorithme du prédateur, ou le ratio du prédateur. Alors, le ratio du prédateur, c'est quoi? C'est très simple, c'est que vous avez un intérêt, vous êtes un prédateur. Donc, vous avez un intérêt, qui soit financier, criminel, qui soit technologique, espionnage. Donc, votre intérêt, vous l'évaluez. Il est grand, il est moyen, etc. Et sous cet intérêt, vous avez les difficultés pour atteindre cet intérêt et vous avez les risques que vous prenez pour atteindre cet intérêt. Donc, je parle du sportif. Le sportif, son intérêt, c'est de grimper en haut de la tour de 50 étages. Je vais mettre en place un dispositif avec des drones, etc., pour faire des superbes photos, convoquer la presse, etc., etc. Bon, mon risque, il est de tomber si je ne suis pas techniquement très bon dans mon domaine ou si je n'ai pas bien appréhendé l'environnement et la tour à grimper. Et puis, ça, c'est mes difficultés, pardon. Et mon risque, il est juridique, c'est que je risque d'être attendu en haut parce que ça va me prendre un certain temps. Et à ce moment-là, j'aurai quelques ennuis. Ça, c'est pour le sportif. Maintenant, quand on est un État, vous comprenez que ce ratio qui est dynamique, intérêt sur difficulté risque, c'est une partie du problème. Alors, quand on est criminel, parce que c'est quand même ça, la menace majeure des entreprises, on retombe sur des logiques très... j'allais dire très simple, de protection de son périmètre. Une entreprise, c'est quoi? C'est une enceinte, il y a des collaborateurs à l'intérieur. En gros, c'est un château fort. Et alors, les militaires ont un terme pour ça, on parle de polyurcétique. C'est l'art de conduire des sièges, c'est-à-dire de prendre des villes ou de défendre des villes. Le polyurcète le plus connu en France, c'est quand même Vauban, dont les monuments, l'œuvre a traversé les âges. Et donc, on retrouve dans le langage... De la cyber aujourd'hui, des portes dérobées, des chevaux de Troie, etc., etc. Donc, techniquement, si j'ose dire, en valeur absolue, si on fait un pas en arrière cette fois-ci dans l'histoire, on voit bien que les techniques sont globalement les mêmes, mais que la technologie n'est qu'un ajout, un élément supplémentaire qui vient densifier la menace, mais aussi rapidement densifier la défense. Donc, c'est la dialectique entre l'épée et le bouclier. Dans l'histoire, c'est l'épée qui a quand même été inventée en premier. Et le bouclier, il est taillé pour l'épée. Donc si vous avez une épée en bois et un bouclier en bois, ça va plutôt bien se passer. Sous réserve que les humains, celui qui tient l'épée et le bouclier, ils sachent s'en servir. Donc là, on retombe sur les compétences, sur l'agilité, etc. Et puis, il y a des procédures qui leur permettent de réagir rapidement. S'il y en a un qui a une épée en fer et un bouclier en bois, vous voyez bien tout de suite qu'il va y avoir un problème. Bon. Donc, cette course-là à la techno fait que l'attaque, l'épée, elle aura toujours un avantage parce que c'est elle qui décide quand, avec quoi, ou contre qui. Et la défense, elle est forcément... Il y a l'effet de surprise, donc il vaut mieux être... Évidemment.
Alors du coup, là, vous avez un vocabulaire militaire, c'est-à-dire que vous parlez de château fort, d'épée, de tactique militaire. On est en guerre, Jean-Luc, là, que ce soit une PME ou un grand groupe, il faut se dire qu'on est sur une stratégie de guerre. Alors, je vais avoir une réponse tranchée. Non, on n'est pas en guerre. Mmh. Je crois qu'il faut, les mots ont un sens et il faut respecter leur sens. Donc non, la guerre, c'est ce qui se passe en Ukraine, comme vous l'avez évoqué, c'est ce qui se passe au Soudan, c'est ce qui se passe au Yémen. Ça, c'est la guerre. En revanche, il y a des modes d'action, comme disaient les militaires, guerriers, qui sont utilisés dans le domaine cyber. Mmh. Mais on n'est pas en guerre. Alors, il était un temps où on définissait, si vous voulez, dans le domaine géopolitico-militaire, différents États du monde. On parlait de l'état de paix, l'état de crise et l'état de guerre. Donc c'était plutôt le modèle de la guerre froide et l'après-guerre froide. C'était assez simple parce que les frontières entre les différents États étaient plutôt claires. Je suis en paix, je sens que la tension monte, je passe en mode crise, et puis la guerre finit par éclater. Bon, aujourd'hui, ce schéma-là, il est désuet, et les militaires, aujourd'hui, définissent trois États, ils parlent de compétition, contestation et confrontation. Moi, je rajoute un autre qui est coopération. Vous, le quatrième, d'accord. Coopération, compétition, contestation, confrontation. La difficulté, c'est que face à un même acteur, vous pouvez vivre les 4 étapes. Par exemple, vis-à-vis des États-Unis, nous sommes en mode coopération, nous sommes membres de l'OTAN, nous sommes alliés, etc., etc. Par contre, ils nous espionnent. Par exemple, alors ils nous espionnent, donc ça, c'est plutôt compétition. Eh bien, contestation, ça nous ramène à toutes les amendes dont sont victimes certaines entreprises françaises de par l'extraterritorialité des lois américaines. Voilà. Et puis la confrontation, eh bien, la France, comme vous le savez, a perdu à la fois un marché économique, mais aussi une dimension politique dans le Pacifique, en l'apprenant, j'allais dire par la presse, que les Australiens finalement avaient choisi une autre option que celle qui a été discutée depuis de longs mois avec la France, et qu'en plus, au-delà de cette option économique militaire, il y avait une dimension politique derrière. Bien, je rappelle mon ambassadeur. La France a rappelé son ambassadeur à Washington. Donc là, on est vraiment dans la confrontation. Enfin, en tout cas, c'est un signal fort que on est en train de s'opposer violemment. Et ces 4 éléments fonctionnent en même temps, je dirais. Voilà. Alors la nouveauté, c'est, si vous voulez, que on peut vivre les 4 États avec le même acteur, à des niveaux différents. Voilà. Vous parliez de château fort, mais en fait, ça fait penser à ligne de front. La situation, vous le dites, on a les 4 éléments qui fonctionnent en même temps, et puis en plus des lignes de front qui sont difficiles à percevoir, parce que ne serait-ce que les systèmes d'information, ils sont éclatés, on a dans le cloud, on a un monde, je dirais, hétérogène, hybride et de plus en plus complexe. C'est pas forcément évident de calquer un peu le modèle militaire sur un monde qui devient de plus en plus hétérogène, fluctuant et mouvant, parce que ça bouge sans... Alors, la ligne de front dans le champ militaire, c'est un terme qui est revenu à la mode avec l'Ukraine, parce que on a pensé, enfin les Russes en tout cas, dans leurs calculs, ont estimé qu'en quelques jours, l'opération spéciale allait être terminée, mais non, ça a réagi, donc je réagis face à mon environnement, puis à un moment, si vous voulez, il y a une sorte de balance des forces qui fait que il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, et donc ça se fige. Et donc là, on a la ligne de front. Et sinon, tous les autres conflits, ce sont des déploiements, les militaires utilisent le terme de lacunaire, c'est-à-dire il n'y a plus de front, il y a des effets à réaliser sur des points, mais c'est plus 2 armées de masse qui s'affrontent à la napoléonienne, ça n'existe plus. Dans le champ économique, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'une grande entreprise aujourd'hui? Si vous prenez le CAC 40, c'est quoi? C'est une entreprise française? C'est une entreprise multinationale, internationale, c'est un bon. Donc, où est la réalité là-dedans? Est-ce que, par exemple, tous les moteurs d'avion, que ce soit des Boeing ou des Airbus, ils volent avec des moteurs qui sont fabriqués par une multinationale qui s'appelle Safran, qui fait partie du CAC 40. Alors, donc, vous voyez bien que c'est compliqué dans ce système-là où tout est interdépendant, finalement, de se positionner. Bon, donc on a plutôt à être en mode coopération, sans être naïf, je dirais, sur les autres modes, en particulier celui de compétition. Alors si on prend un peu, je dirais, cette stratégie d'attaque militaire alliée au levier cyber, les moyens d'y arriver, et si on met un petit peu aussi du social engineering avec les réseaux sociaux, en fait, on se dit c'est très compliqué aujourd'hui de se défendre. Et est-ce que la menace, on l'explique, elle est bien réelle? On voit des cyberattaques assez simples de type ransomware, mais justement, quand on veut vraiment cibler une entreprise, quand on veut vraiment extraire de l'information, est-ce que là, on est encore... il y a du réel, mais on est encore un petit peu dans la fiction? Est-ce qu'on est vraiment
dans du tangible, de dire, bah voilà, c'est pas une menace comme ça, c'est que tous les jours, régulièrement, on a des cas. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? J'allais dire, Jean-Luc, faites-nous peur. Alors nous, on fait pas peur, on rassure plutôt. Mais on y viendra peut-être. En tout cas, ce que l'on voit par rapport à ces modes d'attaque, je reviens à mon ratio du prédateur tout à l'heure. Quel est mon intérêt, quel est mon risque? Donc moi, si je suis en mode défensif, je suis une entreprise, mon but, je sais que je vais être attaqué, que j'ai un intérêt. Bon, en plus je suis visible, plus j'ai de l'intérêt. Il faut que même les PME en soient conscientes, c'est-à-dire qu'elles ont des fois de la valeur qu'elles n'estiment pas ou qu'elles n'identifient pas. Mais parfois je ne suis pas conscient de la valeur que j'ai parce que je suis un sous-traitant de niveau 2 ou niveau 3 dans une chaîne beaucoup plus large. Donc la cible, elle est ailleurs, mais moi je suis frappé parce qu'en me frappant, je dégrade ou j'handicape, j'entrave la cible principale. C'est un point d'entrée aussi. Voilà. Voire même l'individu. Exactement. Mais dans la réalité... si vous voulez, c'était l'objet de votre question. En fait, est-ce que vous avez des exemples un petit peu concrets de ce que vous voyez, sans donner d'élan de structure, mais des choses un petit peu que vous pourriez nous raconter de ce que vous avez vu concrètement sur le terrain? Oui, alors, ce qu'on voit, nous, le centre de gravité de nos clients sont quand même les PME, les TPE. La première difficulté, c'est la lisibilité. Alors, la menace, ils ont une conscience plus ou moins diffuse de ça, mais c'est ensuite les solutions, la difficulté de la lisibilité de toute cette technologie pléthorique avec des champs d'information qui sont saturés de la cybersécurité. Tout le monde comprend qu'il faut se protéger, mais on se protège comment? Alors oui, l'hygiène informatique, ça c'est plutôt simple, on comprend, mais on a l'impression d'avoir un vide technologique derrière. Bon. Or, on sait que en cyber, le maillon faible, il est entre le clavier et le fauteuil. Hein. C'est l'humain. C'est l'humain avec des comportements inconscients, au sens pas fou, mais je ne suis pas conscient qu'en cliquant là, je vais déclencher une difficulté majeure pour mon entreprise. Sauf que pour cliquer là, ça veut dire que l'email de phishing qui a été envoyé, il a été travaillé en amont, en ciblant peut-être la personne, parce que grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi tout simplement peut-être à des contacts physiques, etc., là, c'est vous réveillez l'officier de renseignement, c'est de faire l'environnement de cette personne-là pour lui envoyer un message où on est la probabilité qu'elle clique parce qu'on connaît ses centres d'intérêt, elle va être majeure. Donc il y a tout un travail vous avez parlé de social intelligence, d'ingénierie sociale, même si le terme n'est pas très correct, en tout cas d'étude de la cible pour pouvoir lui faire de manière inconsciente ce que j'ai envie de lui faire faire. Donc je tombe dans une sorte de piège, si vous voulez. Mais elles sont donc travailler très en amont, en fait. Parce que là, on voit pas mal de choses qui sont au niveau des ransomware, des choses qui se répandent, parce que malheureusement, ça se diffuse comme ça. Mais vous voyez aussi des attaques très précises et ciblées, y compris sur des PME, qui peuvent être préparées très en amont, avec un objectif clairement identifié. Oui, complètement. Alors nous, on milite beaucoup pour, à l'image du permis de conduire un ordinateur. Quand vous êtes sur la route, vous pouvez être un danger parce que vous conduisez mal, vous ignorez les règles de bon comportement, de bonne conduite, c'est le cas de le dire. Eh bien, quand on pilote un ordinateur, parce qu'on est tous des pilotes d'ordinateur, il y a des règles de bonne conduite aussi à avoir. Or, aujourd'hui, dans les entreprises, le niveau de maturité digitale, si j'ose dire, et après le niveau de maturité cyber des personnels, il est vraiment très inégal. J'en veux pour preuve que des campagnes de phishing, de tests qui sont organisées dans les entreprises, bien souvent, les DSI sont les premiers surpris de constater qu'il y a 30% de leur équipe qui sont tombés dans le piège. Donc des gens dont c'est le métier de défendre, d'assurer le bon fonctionnement, de porter la bonne parole, eux-mêmes se font piéger. Donc vous voyez que la difficulté... Elles s'estiment qu'elles sont peut-être... Ou l'attaque a été préparée, encore une fois, elle a été façonnée de telle manière à taper cette cible-là. Alors quel conseil vous pourriez donner aux entreprises? Est-ce que ça passe par, vous parliez de l'individu, passe par de la formation, c'est avant tout, il faut s'attaquer à l'organisation. Qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place justement pour se protéger? On sait qu'on va être attaqué, donc il faut limiter les dégâts, faire en sorte que ça se passe le plus rapidement possible. Enfin, je parle de reprise d'activité. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut s'attaquer à quoi en premier lieu? Alors, en premier lieu, savoir quelle est la menace, mais je reviens au ratio du prédateur. Intérêt. Si j'ai de l'intérêt, comment je vais détourner ce prédateur? Eh bien, en augmentant les difficultés et en augmentant le risque pour lui.
Alors le risque, j'ai pas beaucoup d'armes, moi, entreprise, pour me défendre. Ça, c'est à l'État de définir un cadre juridique, réglementaire, et d'avoir des outils qui permettent dans le champ juridique. Mais en revanche, la difficulté, oui. Et là, j'ai des réponses d'abord humaines, de formation, comme vous l'avez évoqué. J'ai des réponses technologiques à minima. En fonction de la taille de l'entreprise, il y a des budgets que je suis prêt à consacrer. Et puis, j'ai des efforts aussi à faire en termes de process, de méthodologie, de ce que nous, on appelle l'ingénierie méthodologique, c'est-à-dire comment je réagis, je suis un collaborateur, je vois un truc bizarre, qu'est-ce que je fais, je laisse passer parce que j'ai vraiment du travail, ou j'ai une hotline où j'appelle et j'ai vraiment un humain qui me répond et qui vient voir et qui vient m'aider et qui me forme aux situations. Donc, le conseil, c'est d'augmenter la difficulté. On revient à la pollueur cétique au château fort. S'il y a plusieurs châteaux forts sur un territoire, c'est Attila et ses hordes qui déferlent sur la France, ils viennent buter sur la ville d'Orléans, dont les remparts sont estimés très difficiles à prendre. Attila, il pose son camp, il essaye, il n'y arrive pas, il passe à autre chose. Il laisse tomber, difficulté énorme, et il va conquérir une autre ville. Bon, vous voyez, donc on revient dans le champ des forces physiques cette fois-ci, mais c'est exactement pareil. Je dois augmenter la difficulté de mon prédateur. D'accord, c'est aller au plus vite, de maximum de gains. Vous parliez de ROI, en fait, des cyberattaquants, c'est d'aller Exactement. au plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut aller aussi jusqu'à montrer ses muscles? Est-ce que vous voyez des entreprises qui disent comme ça, attention, ne vous attaquez pas parce qu'il peut y avoir un effet boomerang? Je pense notamment à des entreprises un peu plus des entreprises stratégiques, par exemple. Non, alors je serais plus nuancé. Alors, de pouvoir riposter. Oui, je parlais de contre-offensive un peu. Voilà, alors de contre-offensive ou de riposter, non, c'est pas la dimension des entreprises, c'est plutôt la dimension des États. Alors, il y a tout un concept de cyber-coercition qui a émergé autour de 2020. C'était porté par Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE, qui faisait une comparaison avec le champ de la dissuasion, c'est-à-dire du faible au fort. Tu veux m'attaquer, mais sache que moi, je peux te faire également très mal, même si je suis petit. Donc, dans le cyber, on peut imaginer la même chose. Sauf que c'est très compliqué d'être certain de ce qu'on appelle l'attribution de l'attaque. Est-ce que c'est vraiment... C'est les serveurs russes qui m'attaquent, mais est-ce que ce sont les Russes? Par rebond, du coup, l'effet boomerang, c'est pas forcément sur la personne qui Exactement. Alors, il faut être sûr de la cible pour la frapper. Donc ça, c'est hors de portée pour l'entreprise. En revanche, les entreprises, je parlais tout à l'heure, intérêt difficulté risque, le ratio du prédateur, elles montrent que la difficulté, elle est grande parce qu'elles sont organisées avec des gens compétents, elles communiquent dessus, sans donner les détails qui deviendraient des vulnérabilités si c'était connu des parties prédatrices, mais en tout cas, elles montrent qu'elles ont des remparts épais, que les portes, avant de les passer, c'est compliqué, etc. Et donc, encore une fois, la logique économique du criminel, alors l'État, s'il veut engager ses ressources, il pourra peut-être y arriver, mais en tout cas, le criminel, il y a un moment, il fait comme Attila face à Orléans, il passe à côté et il va choisir une autre cible. Les États, c'est différent, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est s'emparer d'une techno, c'est déstabiliser. Donc là, ils peuvent mettre, là, on revient sur le vocable guerre, oui, là, je veux vraiment faire mal. Dans les grandes entreprises, on a toujours une direction sûreté qui s'intéresse à la sécurité de l'entreprise, une dimension RSSI, enfin de cybersécurité. Est-ce que ces deux mondes se rejoignent enfin et convergent enfin? Parce que là, vous parlez de stratégie militaire, de cybersécurité. Est-ce que là, on a la convergence de ces deux mondes de manière à construire une défense cohérente au sein des... Alors on a les prémices de ça. Bon, nous, on a un client qui a une grande entreprise qui a fusionné ces deux fonctions. Donc, il y a un directeur de la cybersécurité et de la sécurité, des biens et des personnes, entendu. Sachant que les chaînes techniques, après, elles existent, mais si vous voulez, c'est une manière de désiloter les choses et puis d'avoir un regard un peu de surface et de pouvoir analyser les choses, non pas comme un technicien, mais comme un gardien, si vous voulez, du donjon, être sûr que j'ai bien combiné mes moyens. Et là, on revient à la couche de compétences d'officier, c'est-à-dire quand on est officier, on ne maîtrise pas techniquement l'ensemble des armes qui arment votre entité, mais ce qu'on maîtrise bien, c'est la combinaison des effets de ces armes sur le terrain. Là, c'est un peu pareil dans l'entreprise, c'est que j'ai la DSI, j'ai la sécurité. Comment combiner tout ça pour avoir le meilleur, je reviens au ratio du prédateur, la meilleure à coût juste défense et puis risque et défense pour risque et difficulté pour mon prédateur. Est-ce qu'il faut se doter pour des entreprises plus intermédiaires, je dirais, pas forcément les PME mais des ETI, se doter de ce type de compétences, c'est-à-dire de gens venant avec un autre regard, venant du renseignement ou d'autres domaines? Est-ce qu'on voit des fonctions un peu émerger ou de responsables
sécurité au sein des structures, mais qui ont un peu de cette compétence numérique et la compétence plutôt intelligence stratégique. Est-ce que c'est des fonctions que vous voyez, ou militaires? Est-ce que vous voyez ce type de fonctions émerger? Est-ce que vous voyez une demande déjà au sein des structures? Est-ce que ça peut être un besoin, un trou dans la raquette qu'il faut combler? Mais je crois qu'il faut surtout éviter la monoculture. Mmh. C'est le meilleur moyen de se retrouver en difficulté. Donc la monoculture, il faut la casser en évitant l'effet silo, en évitant l'effet que j'appelle propriétaire. C'est-à-dire c'est mon service, c'est ma direction des systèmes d'information. Donc non, la sécurité, vous venez pas voir. Nous, on a un client qui a été confronté à ça, où la DSI ne voulait absolument pas entendre parler de cybersécurité parce qu'il estimait que c'était mettre en doute ses capacités. Mmh. Donc la difficulté, elle venait de l'entreprise même, où il y avait des frottements internes sur les périmètres de responsabilité des uns ou des autres. Donc il faut désiloter, c'est sûr. Alors maintenant, militaire, officier de renseignement, c'est pas un label magique. Chez les parachutistes, on dit tout ce qu'ils veulent n'est pas un aigle. Donc je vous laisse interpréter cette phrase. Mais ceci étant, alors les gens qui viennent du monde du renseignement, ils connaissent peut-être mieux les prédateurs, parce que soit ils l'ont été, soit ils ont été proies, soit ils ont été prédateurs eux-mêmes. Donc ils connaissent ce monde un peu obscur, un peu le côté sombre de la force, si vous me permettez cette métaphore cinématographique. Et ensuite, les militaires, ils ont une culture quand même qui est une culture de la préparation opérationnelle, du retour d'expérience, le rétex, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus. Il y a une migration du vocabulaire militaire quand même dans le monde de l'entreprise. Ouais. Le retour d'expérience, l'agilité, la résilience, la rusticité, la capacité d'étonnement, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Quand on est dans des environnements extrêmement agressifs, encore une fois, la captation de l'information, c'est absolument vital pour moi, parce que je suis à la fois une proie, mais je suis aussi un prédateur. Donc, je reviens à mon image de tout à l'heure, je détecte quelque chose, est-ce qu'il est ami-ennemi, et s'il est ennemi, combien de temps je mets pour le traiter, parce que lui, il va bouger. Après, c'est la défense de la mouche. Chacun, ça renvoie à son expérience d'essayer d'attraper une mouche qui est posée sur la table. Donc il faut vraiment construire des ponts entre les différents départements de l'entreprise et chacun s'enrichir l'un de l'autre, quoi. En fait, c'est un peu l'idée. Exactement, fertilisation croisée et puis regard différent aussi. Alors la problématique, c'est que les directions RH, c'est ce que nous on appelle la technicisation de la dimension RH, elles ont beaucoup de mal avec ça. Parce que elles vont d'abord essayer de recruter des profils qu'elles maîtrisent, donc qu'elles connaissent par rapport au métier. Pour rentrer dans les cases. Voilà, elles ont l'impression de prendre un risque en allant chercher des gens qui sont hors du cadre, mais qui vont amener autre chose, qui vont amener un autre regard. Alors que la réalité économique d'abord, aujourd'hui, dans les entreprises, celle qui innove vraiment et qui ouvre de nouveaux chemins, c'est celle qui sort du cadre, effectivement. Donc je reviens à la monoculture. Non, il faut lutter contre la monoculture, absolument. Mais ce n'est pas qu'une difficulté, encore une fois, technique ou professionnelle. Je dis la dimension RH, elle est majeure parce que c'est elle qui va prendre un risque, ou en tout cas, la responsabilité sera mise sur elle si ça ne se passe pas bien. À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez un regard assez large du marché. Qu'est-ce que vous voyez émerger? Quelles sont les tendances? Faites-nous peur une deuxième fois, Jean-Luc. Alors, je vais vous faire peur en citant Einstein qui disait rien n'est plus imminent que l'impossible. Donc, l'impossible va arriver. Alors, une fois qu'on a dit ça, la tendance majeure, c'est quand même, si on veut la résumer en un mot, c'est la tension. La tension sur la menace, qui est en développement quasi exponentiel. On le voit tous les jours, avec des choses absolument inconcevables il y a quelques années encore, de neutraliser des hôpitaux en plein Covid, etc. etc. C'est quasiment un acte de guerre, là, pour revenir au vocabulaire militaire. Donc, cette tension de la menace, la tension sur les technologies qui évoluent également à une vitesse incroyable, alors à la fois en profondeur, mais à la fois en diversification, et des frontières qui ne sont pas toujours très claires. Et quand vous êtes chef de patronne de PME et de TPE encore pire, je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de mal à lire tout ça et à faire un choix de technologie. Bon, d'abord parce que ça coûte, mais ensuite, quelle est l'efficacité que je vais avoir par rapport... Problème de lisibilité, de compréhension. Voilà, exactement. Mais ça devient une tension pour eux, parce que ça rajoute une dimension, et là, ils se disent, dans mon château fort, nous, on n'a que une palissade en bois, mais on espère qu'ils vont passer à côté, quoi. C'est un peu l'image. Tension sur les compétences aussi, on l'a déjà évoqué, ce bassin de spécialistes. Alors, il y a des écoles qui forment la cybersécurité, mais il y a aussi beaucoup d'autodidactes, je dirais, ou de passionnés. On revient aux sportifs et peut-être aussi un peu les activistes, mais on les retrouve dans les différentes phases. Parfois dans les services de renseignement, parce que les services de renseignement, ils ont besoin aussi
d'avoir des gens qui pensent complètement en dehors des cadres. Bon, donc quand on sort d'une école d'ingénieur, on est très bien armé, mais on est très bien encadré aussi. Bon, ceux qui ont appris par eux-mêmes, dans une communauté qui est extrêmement vivante, hein, alors qu'on ne voit pas, qu'il n'y a pas une lisibilité et une visibilité très forte, mais qui est extrêmement vivante sous les radars, où ils partagent des choses, où ils se vendent des choses, où ils échangent des choses, etc. On a une tension sur les talents, c'est sûr, sur les talents et sur les compétences. Donc, tension sur la menace, tension sur la technologie, tension sur les talents. Donc, effectivement... Dans les ressources financières aussi, parce que les budgets sont... Alors, effectivement... certes, c'est un peu sacralisé, on ne touche peut-être pas au budget de cybersécurité, mais ils sont maintenus, mais en fait, c'est pas non plus exponentiel. Non, mais vous avez raison de mentionner cette tension financière qui fait que nous, on a par exemple un client qu'on a aidé à réfléchir à tout ça, mais il a adopté un déploiement, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, lacunaire, c'est-à-dire par rapport à mon budget, voilà ce que je peux faire, voilà comment on a analysé la menace, eh ben, je vais renforcer mon château fort ici, ici et ici. Mais là, bon, j'espère qu'ils ne verront pas, mais de toute façon, je n'ai pas le budget pour le faire. Donc, cette tension financière aussi. Alors là, on a vraiment peur parce qu'on se rend compte qu'on va atteindre des limites, on a déjà atteint des limites. Hein. Alors, vous avez un autre client qui vous dit, bah, moi, c'est simple, ma menace, elle augmente, donc je monte tous les curseurs, je monte le curseur financier, je monte le curseur techno, je monte le curseur RH. Oui, sauf que la vitesse de ces curseurs, enfin la vitesse d'application de ces curseurs, de ces investissements, elle est complètement différente. Le financier, oui, pourquoi faire? Donc je reviens à la techno, quel choix je fais? Et dans quel délai de mise en place de la techno? Puis est-ce qu'elle ne va pas être obsolète dans 3 mois ou dans 3 ans? Et puis la RH, bah, il faut la former. Après, on rentre sur toutes les problématiques RH. Donc il y a en plus, si vous voulez, une différence de vitesse entre la menace qui, elle, est très vivante, très agressive, et puis les autres curseurs qu'on vient d'évoquer qui évoluent à des vitesses complètement différentes. Donc on va vers une rupture, une limite, une rupture. La politique de gestion des risques, il faut faire des choix, quoi. Et choisir, c'est renoncer. Quand on se décide à un moment donné... Choisir, c'est abandonner. Oui, mais alors, il y a un dernier facteur qu'on n'a pas évoqué, c'est la méthode. C'est comment... Donc la stratégie, c'est par rapport à mon objectif, me défendre, eh bien, j'ai un volume de ressources, qu'elles soient financières, humaines ou matérielles, eh bien, comment je combine tout ça pour augmenter la difficulté et le risque de mes prédateurs. Voyez. Et donc ça, eh ben, c'est de l'analyse, c'est là qu'il faut faire appel peut-être à des compétences plus larges pour reposer tout ça et réfléchir à ce que nous on appelle l'intelligence organisationnelle. Mais ce qui permet de sublimer le reste. Alors j'évoquais tout à l'heure, au début de notre interview, l'épée et le bouclier, c'est une chose, mais c'est les humains qui actionnent l'épée et le bouclier. Donc on est là sur le facteur compétence, mais après il y a ce facteur aussi, comment c'est organisé pour pouvoir l'emporter sur l'autre finalement, quelque part. Mais à la juste ressource, évidemment. S'il a une épée en bois et moi j'ai un bouclier en fer, je serais mieux protégé. Mais le bouclier en fer, d'abord c'est lourd à manœuvrer, et puis ensuite ça me coûte plus de matière, ça me coûte plus d'argent, et puis ça rouille, donc il faut l'entretenir. Vous voyez, donc, ça devrait être le grand retour des RH et des responsables de l'organisation. Alors RH, oui, mais RH, vous avez compris que la technicisation des RH fait qu'ils sont enfermés aussi. Non, je pense que c'est à la direction de l'entreprise, quelle que soit sa taille, d'avoir une vraie réflexion là-dessus. C'est le top management. Et le top management, voilà, les C-levels, qu'on dit, et c'est à eux d'activer par rapport aux différents métiers, etc., d'essayer de mettre ça en synergie parce que le financier vous dira toujours non. Le financier, lui, son objectif, c'est de réduire les enveloppes. Hein. C'est pas... Alors pour la production, oui. Nous, on a des clients, ils nous disent, notre marché, il a explosé. Donc, on est très loin en termes de production, mais toutes les fonctions support, elles sont derrière. Et alors, la cyber, je n'ose même pas l'évoquer. Et donc, on tire des sonnettes, mais le financier nous dit, non, mais attends, on est trop engagé dans la prod, il faut qu'on recrute, il faut qu'on ouvre des nouvelles usines, des nouveaux ateliers, etc. etc. Donc, il faut penser autrement, quoi. Il faut repenser, quoi. Il faut penser autrement et il faut penser global. Parce que si vous réfléchissez par silo, encore une fois, vous allez avoir des décalages, donc les militaires disent des intervalles, ou dans le sport, hein, on utilise ça aussi, des intervalles. On fait exprès de faire créer des intervalles par le dispositif dans lequel on va rentrer, et là on rentre et on casse tout à l'intérieur. Comme on dit, c'est penser local, agir local. Penser global, agir local. Exactement. Et juste, Jean-Luc, est-ce que vous utilisez ChatGPT dans votre job quotidien? Alors, c'est un peu une boutade, mais justement, est-ce que l'IA va vous apporter quelque chose dans votre métier? On ne l'a pas utilisé, on ne l'utilise pas dans notre métier, pour une raison simple. C'est que ChatGPT, on ne peut pas évaluer la source de l'information. L'information, elle est là, mais vous ne savez pas d'où elle vient, etc. Donc, pour nous, c'est très compliqué. En revanche, on l'a essayé pour voir, par curiosité intellectuelle. Encore une fois, il faut sortir de la boîte. Alors, quand on lui pose des questions, j'allais dire très générales,
il sait y répondre, parce que ChatGPT, ce n'est qu'un système statistique, enfin je schématise à outrance, hein, mais qui s'entraîne sur des modèles. Oui, mais s'il est face à un modèle sur lequel il ne s'est pas entraîné, il n'aura pas la réponse adéquate, ça, c'est certain. C'est là que l'humain est intéressant. Donc moi, je préfère plutôt parler, par rapport à toutes ces problématiques-là d'intelligence artificielle, du quantique, qui arrive derrière. Il faut s'intéresser aussi à ce sujet-là qui va complètement révolutionner la techno. C'est l'humain augmenté. Nous, chez Mutuis, en tout cas, c'est une idée qu'on porte de manière, c'est une idée force. D'ailleurs, on est tous des humains augmentés. Dans votre poche, vous avez cette petite machine formidable. Ou avec cerveau déporté. Ou avec un doigt. Ah oui, mais c'est un assistant. C'est pas lui qui organise votre vie. C'est vous qui l'organisez, mais il vous permet de décupler vos capacités. Voilà, c'est comme l'épée. Soit on se bat à main tenue, ça va être compliqué, ça va durer longtemps et ça va faire un peu mal. Soit on se bat au couteau ou à l'épée, ça sera beaucoup plus létal et ça va aller un peu plus vite. Bon, et bien là, cette technologie-là, elle permet à l'humain d'être augmenté. Mais moi, je reste convaincu, avec l'IA, avec le quantique, on en parlera quand le quantique sera là, mais encore une fois, les humains, ils restent au centre du système. Moi, je croirais à ChatGPT, je croirais à l'intelligence artificielle quand il n'y aura plus de contrôleur aérien et que tous les avions en l'air sont gérés par une IA et il y aura 0 accident. Là, on pourra dire, OK, on peut faire confiance à la machine. Bon, on le fait déjà un petit peu avec le métro. Bon. En tout cas, merci pour cet éclairage. Vraiment, cette tactique militaire, cette stratégie militaire impliquée au champ de la cybersécurité. Merci à vous, Jean-Luc. Avec plaisir, Olivier. Et puis nous, on se donne un rendez-vous pour un prochain grand thème. S'il y a eu le monde informatique.